Pendant des années, j'ai tout payé pour Noël. Puis j'ai vu la conversation de groupe, la parasite des fêtes. J'ai annulé tous les paiements, j'ai envoyé les reçus dans la conversation j'ai coupé les ponts. Je m'appelle Sophie et à 32 ans, j'ai toujours été l'enthousiaste de Noël dans ma famille. Pendant 7 ans, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme et tout mon compte en banque dans la création de rassemblements de fêtes magiques pour ma famille élargie. J'adorais voir leur sourire lorsqu'ils ouvraient les cadeaux que je choisissais avec soin, savourais les somptueux repas que je préparais et admirais mes décorations. C'était jusqu'en décembre dernier, quand un coup d'œil accidentel sur une conversation de groupe a brisé tout ce que je croyais de notre tradition familiale. Ma situation familiale a toujours été compliquée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans et se sont tous deux remariés quelques années plus tard. Mon père a eu 2 autres enfants avec ma belle-mère, Diane Dubois, Léa, qui a maintenant 22 ans, et Jules, qui vient d'avoir 19 ans. Ma mère a eu un enfant avec son nouveau mari, mon demi-frère Benoît, qui a 28 ans. Puis il y a les cousins, les tantes, les oncles, et maintenant les partenaires et les enfants de mes frères et sœurs. Noël était toujours magique quand ma mère était en vie. Elle transformait notre maison en un pays des merveilles hivernales, préparait des festins qui rendraient jaloux les chefs professionnels et parvenait toujours à trouver le cadeau parfait pour chacun. Quand j'avais 12 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Elle s'est battue avec acharnement mais est décédée 2 ans plus tard. Le premier Noël sans elle fut morne. Personne ne savait comment combler le vide qu'elle avait laissé. Mon père a essayé, mais entre ses heures supplémentaires et son adaptation à la vie avec Diane et ses préférences, l'esprit des fêtes était remarquablement absent. Diane a clairement indiqué dès le début que les fêtes extravagantes n'étaient pas son truc. Elle préférait les célébrations petites et intimes, avec un minimum de chichi. Cette approche m'a laissé le sentiment que quelque chose de précieux avait été perdu. À 25 ans, bien établi dans ma carrière de comptable, j'ai décidé qu'il était temps de faire revivre la magie que ma mère avait autrefois créée. Il y a 7 ans, j'ai annoncé à tout le monde que je voulais organiser Noël dans ma nouvelle maison. Je venais d'acheter une modeste maison de 3 chambres avec un salon spacieux, parfait pour un grand sapin de Noël et des réunions de famille. Tout le monde a semblé surpris mais a accepté de venir. J'ai passé des semaines à planifier ce premier Noël. J'ai acheté des cadeaux personnalisés pour tout le monde. Un portefeuille en cuir pour mon père avec ses initiales gravées. Une écharpe en cachemire pour Diane, des jeux vidéo pour Jules, des fournitures d'art pour Léa qui commençait l'université avec un intérêt pour le graphisme, et une machine à café haut de gamme pour Benoît qui venait d'emménager dans son propre appartement. Le menu était ambitieux. J'ai préparé une dinde rôtie avec toutes ses garnitures, 3 plats d'accompagnement différents, 2 types de farces car Jules et Benoît avaient des préférences différentes, une sauce aux érelles maison comme celle que maman faisait, et un buffet de dessert comprenant des tartes, des biscuits et une bûche de Noël qui m'a pris 6 heures à perfectionner. Les décorations ont transformé ma maison en quelque chose tout droit sorti d'un catalogue de Noël. J'ai installé un sapin de 3 mètres orné de décorations assorties à mon thème bleu et argent, suspendu des guirlandes le long de l'escalier et de la cheminée, placé des bougies à chaque fenêtre et même installé des lumières extérieures qui scintillaient en synchronisation avec des airs de fête classiques. Quand ma famille est arrivée ce jour-là, leurs réactions ont justifié tous mes efforts. Léa a eu le souffle coupé en voyant le sapin. Jules a immédiatement remarqué la console de jeux que j'avais installée dans un coin avec des jeux multijoueurs pour que tout le monde puisse en profiter. Benoît a commenté à quel point cela lui rappelait Noël quand nous étions enfants. Même Diane semblait impressionnée, bien qu'elle ait fait quelques remarques sur le fait que j'avais dû dépenser une fortune. Mon père m'a prise à part à un moment, les larmes aux yeux, et m'a serré fort dans ses bras. Il a murmuré, « C'est comme si une partie de ta mère était de retour. » Ce seul moment a justifié chaque euro dépensé et chaque heure de préparation. Alors que tout le monde était assis autour de la table, riant et partageant des histoires, j'ai ressenti un chaleureux sentiment d'accomplissement. Lorsque nous sommes passés au salon pour l'échange de cadeaux, la surprise et l'appréciation sincère sur leurs visages en ouvrant leurs présents m'ont rempli de joie. Benoît semblait particulièrement touché par la machine à café, planifiant immédiatement où il la mettrait dans sa cuisine. Léa a passé au moins 20 minutes à examiner chaque fourniture d'art de son kit complet. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait à partir, les étreintes semblaient plus chaleureuses, les remerciements plus sincères. Jules, qui n'est généralement pas du genre à montrer ses émotions, a demandé si nous pouvions refaire cela l'année suivante. Sans hésitation, j'ai dit oui. Je ne savais pas que je m'engageais dans une tradition qui finirait par épuiser mes finances et révéler des vérités douloureuses sur ma famille. Sur le chemin du retour,
mon père m'a appelé pour me remercier à nouveau. Nous n'avions pas été particulièrement proches depuis le divorce de mes parents, lui semblant souvent distrait par sa nouvelle famille. Mais ce soir-là, il ressemblait au papa dont je me souvenais de mon enfance. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de maman, des traditions de Noël et de la manière de maintenir les liens familiaux malgré nos dynamiques compliquées. En m'endormant cette nuit-là, j'ai eu l'impression d'avoir découvert ma mission, rassembler ma famille fragmentée en créant des expériences de vacances significatives. Je croyais honorer ma mère tout en construisant quelque chose de nouveau et de précieux. J'ai alors décidé que cela deviendrait notre nouvelle tradition, une tradition que je maintiendrai avec plaisir année après année. J'ai passé les semaines suivantes à me prélasser dans le souvenir d'un Noël familial réussi. J'ai créé un album photo de la journée et en ai envoyé des copies à tout le monde. J'ai commencé à prendre des notes sur ce qui avait bien fonctionné et ce qui pouvait être amélioré pour l'année suivante. J'ai même commencé à mettre de côté une petite partie de chaque salaire sur un compte séparé intitulé « Fonds de Noël », déterminé à rendre l'année suivante encore plus spéciale. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que j'avais créé un précédent, des attentes qui grandiraient chaque année, et que je m'étais positionné comme la seule pourvoyeuse de la magie des fêtes. Les sentiments chaleureux de ce premier Noël m'ont aveuglé sur les fardeaux que je plaçais volontairement sur mes épaules. J'étais trop heureuse de reconnecter ma famille pour voir que je risquais de me préparer à de futures déceptions. Ce qui a commencé comme une tentative sincère de faire revivre des traditions familiales chéries a rapidement évolué en une production en constante expansion. Chaque année, la liste des invités s'allongeait à mesure que mes frères et sœurs commençaient à amener des partenaires sérieux, puis des conjoints et enfin des enfants. Ce qui était au départ une réunion intime de 7 personnes est passé à 16 au dernier Noël. La première année, j'ai dépensé 1 200 € au total. Je pensais que c'était une somme importante à l'époque, mais avec le recul, cela semble presque pittoresque. La troisième année, lorsque Benoît s'est marié avec Amandine et qu'ils attendaient leur premier enfant, mes dépenses avaient grimpé à 2 500 €. Je suis passé à des cadeaux plus sophistiqués, supposant que ma famille s'attendrait à quelque chose de nouveau et d'excitant chaque année. J'ai élargi le menu pour tenir compte des préférences et restrictions alimentaires croissantes. Le Noël dernier, le total s'élevait à 4 800 €. J'ai dépensé près de 2 000 € rien que pour les cadeaux. Chaque adulte a reçu quelque chose d'une valeur d'environ 150 €, tandis que les enfants ont eu des jouets, des vêtements et des appareils électroniques, allant de 50 à 100 € chacun. Les coûts de la nourriture ont explosé pour atteindre plus de 1 000 €, car j'ai commencé à me procurer des ingrédients bio et locaux et à répondre aux demandes spéciales. Les décorations sont devenues plus élaborées chaque année. Ce qui avait commencé comme un simple thème a évolué vers des présentations conçues par des professionnels. L'année dernière, j'ai engagé un étudiant en art local pour m'aider à créer des centres de table et des arrangements extérieurs personnalisés, ce qui m'a coûté près de 500 €. La nouvelle dépense la plus importante était l'hébergement. À mesure que la famille s'agrandissait, ceux qui vivaient dans d'autres villes avaient besoin d'un endroit où loger. Les hôtels pendant la période des fêtes étaient prohibitifs, alors j'ai commencé à louer une maison de vacances à proximité pour loger tout le monde confortablement. Cela a ajouté 1 300 € à mon budget de Noël. Pour gérer ces coûts croissants, je prenais des projets de comptabilité supplémentaires tout au long de l'année et faisais des heures supplémentaires pendant la période des déclarations fiscales. J'ai créé un plan d'épargne complexe, mettant de l'argent de côté chaque mois spécifiquement pour le fonds de Noël. Je suivais les soldes tout au long de l'année pour acheter des cadeaux au meilleur prix possible. J'ai commencé à fabriquer certaines décorations à la main pour économiser de l'argent tout en maintenant la qualité que tout le monde attendait. Ce à quoi j'ai renoncé était significatif. Pendant 7 ans, je n'ai pris aucune vacances personnelles. Mon dernier voyage avait été une escapade d'un week-end sur une plage voisine, 3 ans avant ce premier Noël. Je conduisais une vieille voiture qui avait désespérément besoin d'être remplacée, mais je repoussais sans cesse l'achat. Ma garde-robe se composait principalement de vêtements de travail et de basiques, car j'achetais rarement quelque chose de nouveau pour moi. Je vivais dans un état constant de prudence financière, toujours consciente que décembre exigerait une part substantielle de mon revenu annuel. Ma meilleure amie, Camille, a été témoin de cette transformation avec une inquiétude croissante. Nous nous voyions pour un café tous les mois, et chaque fois, elle remettait gentiment en question mon dévouement à cette tradition coûteuse. « Sophie, est-ce qu'ils apprécient au moins ce que tu fais pour eux ?» m'a-t-elle demandé en octobre dernier alors que je lui montrais la liste de cadeaux de Noël que j'avais méticuleusement planifiée. « Bien sûr qu'ils apprécient », ai-je répondu sur la défensive. « Tu devrais voir leur visage quand ils ouvrent leurs cadeaux. Ils adorent ça. »
Mais est-ce qu'il propose un jour de contribuer, d'aider à la cuisine, à la décoration ou aux frais, a insisté Camille. J'ai balayé ses inquiétudes d'un revers de main. Ils ont leurs propres dépenses. Benoît et Amandine ont 2 enfants maintenant. Jules est encore à l'université. Mon père aide Léa avec ses prêts étudiants. Ils n'ont pas les moyens de participer, et ça ne me dérange pas. J'adore faire ça. Camille m'a jeté ce regard, celui qui disait qu'elle savait mieux mais qu'elle n'insisterait pas. Si ça te rend heureuse, alors tant mieux, mais assure-toi juste qu'on ne profite pas de toi. Je me souviens avoir ressenti une pointe d'irritation à sa suggestion. Comment ma propre famille pourrait-elle profiter de moi? C'était mon choix, mon cadeau pour eux. Je créais des souvenirs, je maintenais des liens. Je suivais les traces de ma mère, gardant son esprit vivant à travers ses célébrations élaborées. Pourtant, parfois, dans les moments de calme où j'examinais mes relevés bancaires ou calculais combien d'heures supplémentaires je devrais travailler pour couvrir les dépenses à venir, une petite voix faisait écho aux avertissements de Camille. En faisais-je trop? Comprenait-il vraiment les sacrifices que je faisais pour créer ces Noëls parfaits? Ferait-il la même chose pour moi? Je faisais taire ces doutes en me rappelant la joie sur leur visage, les rires autour de la table, les messages de remerciement que je recevais le lendemain de Noël. Je me disais que la pression financière était temporaire, mais que les souvenirs que nous créions dureraient éternellement. Je me suis convaincu que cette tradition était ma mission, ma contribution pour garder notre famille unie malgré les divorces, les remariages et la distance géographique. Ce que je ne voyais pas alors, c'est que ma générosité n'avait pas créé de la gratitude, mais une attente. Chaque année, en élevant la barre de ce que devrait être Noël, je n'inspirais pas les autres à contribuer, mais je les entraînais à recevoir. L'appréciation chaleureuse de ce premier Noël s'était progressivement transformée en quelque chose de plus proche d'un dû, mais j'étais trop investi dans l'identité que j'avais créée en tant que faiseuse de miracles de Noël de la famille pour reconnaître la dynamique changeante. Avec le recul, les signes étaient là depuis le début, des signaux d'alarme clignotant que j'ignorais obstinément. Mon frère Benoît, malgré son enthousiasme initial, n'a jamais proposé une seule fois d'aider au nettoyage après les festivités. Alors que tout le monde portait au moins son assiette à la cuisine ou ramassait le papier cadeau, Benoît trouvait invariablement une raison de disparaître dès la fin du dîner, se retirant souvent dans le salon pour regarder la télévision ou jouer avec ses nouveaux cadeaux. Quand je lui en ai fait la remarque en plaisantant une fois, il a répondu « Mais tu es si pointilleuse sur la façon dont tout doit être fait. Je me dis que c'est plus simple si je ne me mets pas dans tes pattes. » J'ai accepté cette explication, même si elle m'a piqué. Amandine, sa femme, était plus ouvertement critique. Chaque année, lorsqu'elle ouvrait son cadeau soigneusement choisi, un léger froncement de sourcils traversait son visage avant qu'elle ne se reprenne pour offrir ses remerciements. Le pull en cachemire était charmant, mais pas tout à fait sa couleur. Le sac à main de créateur était joli, mais pas le style qu'elle avait laissé entendre à Benoît. Les bijoux étaient magnifiques, mais elle portait habituellement de l'argent, pas de l'or. Ses plaintes étaient toujours formulées sous couvert d'appréciation, ce qui les rendait difficiles à aborder directement. Mais ma belle-sœur Christine ne faisait jamais ça. Elle était toujours sincèrement reconnaissante. Ma sœur Léa devenait de plus en plus exigeante à chaque Noël. Ce qui avait commencé comme une gratitude enthousiaste pour son premier ensemble de fournitures d'art professionnel a évolué en demandes spécifiques de marques chères et d'outils spécialisés. L'année dernière, elle m'a envoyé une liste de souhaits en novembre avec des liens vers exactement ce qu'elle voulait, des articles totalisant plus de 300 €. Quand j'ai suggéré gentiment que cela dépassait mon budget pour les cadeaux individuels, elle a répondu « Mais tu as offert à Benoît et Amandine cette cave à vin sophistiquée l'année dernière. » J'ai mordu ma langue pour ne pas souligner que c'était un cadeau de ménage partagé pour 2 adultes, pas un seul cadeau pour une personne. Ma belle-mère Diane n'a jamais vraiment approuvé mes extravagances de Noël. Les premières années, ses critiques étaient des commentaires subtils sur l'excès et le gaspillage, glissés entre des compliments sur la nourriture ou les décorations. Avec le temps, elle est devenue moins réservée dans sa désapprobation. Noël, c'est la famille, pas les cadeaux de luxe et la nourriture gastronomique, déclarait-elle tout en acceptant le parfum coûteux que je lui avais acheté et en se resservant de la côte de bœuf que j'avais passé des heures à préparer. Les attentes devenaient plus exigeantes chaque année. Jules a commencé à comparer mes Noëls à ceux qu'il voyait sur les réseaux sociaux de ses amis de l'université. Pourquoi on ne fait pas un Père Noël secret comme la famille de Romain? Ils reçoivent tous un seul cadeau vraiment incroyable au lieu de plein de petits. Quand j'ai expliqué que j'aimais choisir quelque chose de spécial pour chaque personne, il a haussé les épaules et a dit « Ça semble juste inefficace. » Pas une seule fois en 7 ans,
quelqu'un n'a demandé s'il pouvait contribuer financièrement. Personne n'a proposé d'apporter un plat d'accompagnement ou un dessert, à moins que je ne le leur assigne spécifiquement. Personne ne s'est porté volontaire pour venir plutôt t'aider à décorer ou rester tard pour aider au nettoyage. Chaque année, j'envoyais des invitations qui incluaient la phrase « Dites-moi si vous voulez apporter quelque chose ». Et chaque année, les réponses étaient des variations de « Juste nous-mêmes » ou « J'ai hâte de voir le repas incroyable que tu vas nous préparer cette fois ». L'année dernière a livré le signal d'alarme le plus clair de tous, si évident que même moi, je ne pouvais pas le rationaliser. Après le dîner, Jules a annoncé qu'il partait tôt pour se rendre à une fête de Noël chez un ami. C'était après que j'ai pris des dispositions pour qu'il reste dans la maison de location que j'avais payée. Après avoir préparé tous ses plats préférés et passé des semaines à choisir ses cadeaux, il est parti en laissant la moitié de ses présents non ouverts, promettant de les récupérer la prochaine fois, et s'en est allé avec à peine un merci, laissant un vide notable lors de notre soirée de jeu en famille. Je me suis retiré dans la cuisine, soi-disant pour préparer le café et le dessert, mais en réalité pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Mon père m'a suivi, sentant peut-être ma détresse. Jules est juste à cet âge, a-t-il offert maladroitement. Tu sais comment sont les jeunes. Ta célébration est merveilleuse, Sophie. Ces mots, censés me réconforter, n'ont fait que souligner à quel point il comprenait peu mes sentiments. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence de Jules. C'était le poids cumulé de la planification, des dépenses et de l'exécution de ces Noëls parfaits, tout en me sentant de plus en plus sous-apprécié. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que je me sois retrouvé seul dans ma maison, entouré des restes d'un autre Noël élaboré, je me suis permis un moment de réflexion honnête. La magie que j'avais ressentie la première année s'était considérablement estompée. La joie de donner avait été éclipsée par le stress de répondre à des attentes inexprimées. Les liens familiaux chaleureux que je cherchais à nourrir me semblaient de plus en plus unilatéraux. Pourtant, obstinément attaché à la tradition que j'avais créée, j'ai commencé à planifier le prochain Noël presque immédiatement. Je me suis convaincu qu'il fallait juste que je le rende encore plus spécial, encore plus magique. Peut-être qu'alors ma famille verrait et apprécierait l'amour que j'essayais d'exprimer à travers ces célébrations. J'ai décidé d'augmenter mon budget pour trouver des cadeaux encore plus personnalisés, pour créer un repas encore plus élaboré. En janvier, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne dédié uniquement au Noël à venir et j'ai mis en place des virements automatiques de chaque salaire. J'ai commencé à chercher de nouvelles recettes et de nouveaux thèmes de décoration. J'ai commencé un document pour suivre les idées de cadeaux au fur et à mesure qu'elles me venaient tout au long de l'année. Je redoublais d'efforts dans mon engagement malgré les signaux d'alarme qui clignotaient tout autour de moi. J'étais déterminé à créer un Noël si parfait qu'il raviverait l'appréciation et la connexion que je recherchais si désespérément de la part de ma famille. La révélation est venue à la mi-novembre, quelques semaines seulement avant Noël, alors que mes préparatifs étaient déjà bien avancés. Léa m'avait demandé si elle pouvait passer utiliser mon imprimante pour un projet scolaire. Son imprimante était en panne et elle devait imprimer plusieurs documents en couleur pour une présentation. Bien sûr, je l'ai accueillie, heureuse de toute occasion de passer du temps avec ma sœur. Pendant que Léa travaillait sur son ordinateur portable à ma table de salle à manger, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Finalement, elle a demandé si elle pouvait utiliser ma salle de bain. Dès qu'elle a quitté la pièce, son téléphone a de nouveau vibré. J'ai jeté un coup d'œil, sans intention d'espionner, mais l'aperçu du message a attiré mon attention. De Benoît, Sophie fait encore son extravagance de Noël? On est obligé d'y aller encore. Quelque chose dans la formulation m'a noué l'estomac. Le rejet désinvolte de ce dans quoi j'avais mis tout mon cœur, qualifié d'extravagance. Le réticent on est obligé d'y aller, suggérait que ce n'était pas un sentiment isolé. Avant de pouvoir rassembler mes pensées, je me suis surprise à attraper le téléphone de Léa. Elle l'avait laissé déverrouillé, le fil de discussion entièrement visible. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé le sang. Le groupe s'intitulait « La famille moins Sophie » et il incluait tout le monde. Mon père, Diane, Benoît, Amandine, Jules, Léa, même mes cousins et tantes qui assistaient à mes célébrations de Noël. J'ai commencé à faire défiler les messages, chacun étant un nouveau coup de poignard dans mon cœur. Benoît avait écrit « Encore une année à faire semblant avec la parasite des fêtes. Elle pense nous rendre un immense service, mais honnêtement, c'est juste sa façon de contrôler où tout le monde va et ce que tout le monde fait pendant les vacances. Je dois annuler 2 autres fêtes parce que Sophie pèterait un câble si on ne venait pas à la sienne. » Amandine a répondu « Le pire,
c'est de devoir faire semblant que ces cadeaux sont exactement ce qu'on voulait. Je jure que si je reçois un autre article hors de prix pour lequel je dois feindre le bonheur, je vais hurler. Elle fait ça juste pour frimer de toute façon. Regardez comme je suis généreuse. Regardez combien d'argent je dépense. Tout tourne autour de son ego. Diane avait ajouté, quelqu'un a remarqué que les cadeaux sont devenus moins chers au fil des ans. L'année dernière, elle m'a offert des produits de bain. Des produits de bain? Après toutes ces années où j'ai fait semblant d'apprécier ces dîners excessifs? Au moins, quand on reçoit, on peut choisir le menu. Elle fait les mêmes plats chaque année et agit comme si elle avait réinventé le dîner de Noël. Mes yeux se sont brouillés de larmes alors que je continuais à lire. Mon propre père avait contribué, je sais qu'on est tous coincés avec cette tradition maintenant. Elle devient tellement émotive à ce sujet. Vous vous souvenez quand Jules a essayé de partir tôt l'année dernière? Elle a failli faire une dépression nerveuse dans la cuisine. J'ai l'impression qu'on joue dans sa pièce de théâtre de Noël personnelle. Les messages les plus récents discutaient des plans pour l'année suivante. Jules avait suggéré, l'année prochaine, disons tous qu'on part en voyage au ski ou quelque chose comme ça. On pourra vraiment y aller et s'amuser au lieu de supporter un autre dîner de 5 heures à écouter Sophie raconter comment elle a trouvé les cadeaux parfaits pour tout le monde. Léa avait répondu, ça a l'air génial. Sans vouloir offenser ma sœur, mais ces Noëls sont si ennuyeux. La même chose chaque année. Au moins, si on allait skier, il y aurait quelque chose d'amusant à faire. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et j'ai rapidement replacé l'appareil où Léa l'avait laissé, puis j'ai fait semblant d'ajuster les décorations sur ma cheminée. Mon visage était brûlant, mes yeux piquaient de larmes non versées, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid lorsque Léa est revenue. « Tu as besoin d'aide pour autre chose ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment stable malgré l'ouragan d'émotions en moi. « Non, tout est bon. Merci de m'avoir laissé utiliser ton imprimante. » Léa a rassemblé ses affaires, complètement inconsciente que mon monde entier venait de s'effondrer. Après son départ, je me suis effondré sur mon canapé, le poids total de ce que j'avais découvert m'écrasant. Parasite défaite, frimeuse, ennuyeux, contrôlante. Les mots tourbillonnaient dans mon esprit, chacun dépouillant des années de croyances chéries sur mon rôle dans notre famille. J'ai sorti les albums photos des Noëls passés, étudiant les visages sur les photos avec un regard neuf. Ces sourires étaient-ils sincères? Ces rires étaient-ils réels? Avaient-ils tous joué un rôle, jouant dans ce que mon père avait cruellement appelé ma pièce de théâtre de Noël personnelle? Depuis combien d'années cette conversation de groupe existait-elle? Avait-il toujours ressenti cela? La trahison était d'autant plus profonde qu'elle était totale. Pas un seul membre de la famille ne m'avait défendu ou suggéré qu'il devrait peut-être apprécier mes efforts. Personne n'avait proposé de contribuer pour alléger mon fardeau financier. Ils s'étaient unis dans leur dédain pour la tradition que j'avais tant sacrifiée pour maintenir. J'ai pensé à toutes les heures supplémentaires que j'avais travaillées pour payer leurs cadeaux. Je me suis souvenu des vacances au Japon que j'avais annulées parce que j'avais besoin de l'argent pour le Noël de l'année dernière. Je me suis rappelé que je conduisais toujours ma voiture de 15 ans parce que la remplacer signifierait réduire les dépenses des fêtes. Tous les sacrifices que j'avais faits volontairement et avec amour n'avaient non seulement pas été appréciés, mais avaient en fait été moqués dans mon dos. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai alterné entre sangloter dans mon oreiller et fixer le plafond, rejouant des années de Noël avec cette nouvelle connaissance douloureuse. Au matin, ma tristesse s'était durcie en autre chose, la détermination. Je ne serai plus leur parasite des fêtes. Je ne continuerai pas à sacrifier ma sécurité financière et mon bien-être émotionnel pour des gens qui ne valorisaient ni l'un ni l'autre. Alors que le soleil se levait, je me suis préparé une tasse de café fort et j'ai commencé à formuler un plan. Ce serait le dernier Noël où ma famille profiterait de moi, et ils n'en profiteraient même pas cette fois-ci. Ces temps de générosité ne m'avaient valu que ridicule et ingratitude. Il était temps de m'offrir le cadeau de défendre ma propre valeur. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail ce jour-là, chose que je faisais rarement. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour traiter les émotions accablantes qui menaçaient de me submerger. Mon premier appel fut pour Camille. En larmes, j'ai expliqué ce que j'avais découvert. Je déteste dire que je te l'avais dit, dit-elle après avoir écouté patiemment. Mais je m'inquiète à ce sujet depuis des années, Sophie. Personne ne devrait avoir à se ruiner pour acheter l'amour de sa famille, surtout quand ils ne sont pas reconnaissants. Ces mots,
bien que difficiles à entendre, ont cristallisé quelque chose dans mon esprit. Avais-je essayé d'acheter l'amour de ma famille? Avais-je utilisé ces Noëls élaborés comme un moyen de garantir ma place dans une famille qui s'était fracturée et reformée sans moi au centre? Que dois-je faire, lui ai-je demandé, me sentant perdu. Une partie de moi s'inquiétait encore de décevoir tout le monde, se sentait encore responsable de leur expérience de Noël. Annule tout, dit fermement Camille. Absolument tout. Il ne mérite ni tes efforts ni ton argent. Utilise ces 4800 € pour toi pour une fois. Je ne peux pas simplement annuler Noël, ai-je protesté faiblement. Que feraient-ils tous? Camille a ri, sans méchanceté. Ce sont des adultes, Sophie. Ils se débrouilleront. Peut-être qu'ils apprécieront enfin ce que tu as fait toutes ces années quand ils devront le faire eux-mêmes. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine, entourée de documents de planification de Noël, de listes de cadeaux, d'idées de menus et de schémas de décoration. 7 ans de tradition étalés devant moi. L'idée de tout annuler me semblait encore radicale, presque sacrilège. Ces Noëls étaient devenus une partie si essentielle de mon identité que les abandonner signifiait affronter qui j'étais sans eux. Mais en examinant mes relevés de cartes de crédit des décembre précédents, en calculant le total que j'avais dépensé en 7 ans, et en relisant les anciens textos des membres de la famille qui semblaient maintenant si manifestement superficiels dans leurs remerciements, ma résolution s'est renforcée. Ils avaient profité de moi, et cela devait cesser. J'ai créé un nouveau document, une liste de contrôle d'annulation. D'abord, j'ai listé toutes les commandes que je devais annuler, les cadeaux que j'avais déjà achetés ou mis de côté dans divers magasins, les livraisons d'épicerie prévues pour la semaine de Noël, l'acompte de la maison de location. Ensuite, j'ai esquissé ce que je ferais à la place. Réserver des vacances pour moi, quelque part au chaud et loin des obligations et des attentes qui avaient défini mes vacances depuis si longtemps. Avec des mains tremblantes mais une confiance grandissante, j'ai commencé à passer des appels. J'ai annulé l'acompte de 500 € sur la maison de location, acceptant les 100 € de frais d'annulation comme un petit prix pour ma liberté. Je suis retourné dans les magasins pour annuler les commandes de cadeaux ou retourner les articles déjà achetés. J'ai appelé le traiteur qui devait livrer de la nourriture supplémentaire et j'ai également annulé leur service. Chaque annulation était à la fois terrifiante et libératrice. Je démantelais la structure que j'avais si soigneusement construite pendant 7 ans, la tradition dans laquelle j'avais investi mon cœur et mes finances. Pourtant, à chaque appel téléphonique, à chaque élément rayé de ma liste, je me sentais plus légère. Ce soir-là, j'ai réservé un séjour en Martinique, départ le 23 décembre et retour le 2 janvier. 10 jours de soleil, de plage et de liberté des obligations familiales. Le coût total était de 3000 €, nettement moins que ce que j'avais budgété pour Noël, mais c'était toujours le cadeau le plus cher que je me sois jamais offert. En confirmant la réservation, une bulle de rire hystérique m'a échappé. Je le faisais vraiment. Je me choisissais. Le défi suivant était de décider comment l'annoncer à ma famille. Annoncer simplement l'annulation par SMS ou par email semblait lâche, mais je ne pouvais pas non plus faire face à la perspective de conversations individuelles où ils pourraient tenter de me culpabiliser pour me faire changer d'avis. Après réflexion, j'ai opté pour un plan qui me semblait à la fois approprié et agréablement dramatique. J'allais utiliser leurs propres conversations de groupe secrètes contre eux. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé des preuves. J'ai retrouvé les reçus des 7 Noël, organisés par année et par catégorie. J'ai calculé le total dépensé pour chaque membre de la famille au fil des ans. J'ai compilé un document montrant à quel point j'avais sacrifié financièrement pour maintenir ces célébrations. J'ai même créé une feuille de calcul estimant les heures passées à planifier, faire les courses, cuisiner et nettoyer. Puis j'ai préparé ce que j'allais dire. J'ai rédigé et remanié un message qui exprimait ma blessure sans paraître vindicatif, qui établissait des limites sans brûler complètement les ponts. Je voulais qu'ils comprennent l'impact de leurs actions sans leur donner la satisfaction de me voir complètement brisé par leur trahison. À l'approche du week-end, un calme étrange s'est installé en moi. Le choc et la douleur initiaux n'avaient pas disparu, mais ils s'étaient transformés en quelque chose de plus gérable, de plus ciblé. Je n'étais plus la victime impuissante de l'ingratitude de ma famille. J'étais une femme qui reprenait son temps, son argent et son amour-propre. J'ai fait un dernier pas dans ma préparation. J'ai retiré toutes les décorations de Noël de ma maison. La couronne a été enlevée de la porte d'entrée. Les guirlandes lumineuses ont été rangées. Les coussins à thème de vacances sont retournés au placard.
J'ai créé un espace physique qui correspondait à mon état émotionnel, clair, sans fardeau et prêt pour un nouveau départ. Noël viendrait toujours, mais cette année, il arriverait sans mes efforts exhaustifs pour créer de la magie pour des gens qui n'avaient pas vu l'amour derrière la tradition. Le dimanche matin, exactement une semaine avant Noël, j'ai envoyé un SMS à Léa avec ce que j'espérais être un ton joyeux et décontracté. « Salut, pourrais-tu m'ajouter à la conversation de groupe familial ? J'ai quelques photos de mise à jour de Noël que je veux partager avec tout le monde en même temps. » Sa réponse est venue rapidement. « Bien sûr. » Quelle conversation de famille. J'ai pris une profonde inspiration. Celle intitulée La famille moins Sophie, ai-je répondu. Celle où Benoît m'appelle la parasite des fêtes. Il y eut une longue pause avant que son prochain message n'apparaisse. Sophie, je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Léa m'avait ajouté à la conversation de groupe. J'ai regardé la confusion se propager dans la conversation. Léa, pourquoi as-tu ajouté Sophie à cette conversation ? A écrit Benoît. Avant que quiconque d'autre ne puisse répondre, j'ai agi. J'ai téléchargé un document PDF contenant les reçus scannés de 7 ans de Noël, organisés par année et classés par type de dépenses. Le total en bas était surligné, 27 340 €. J'ai suivi cela avec mon message soigneusement rédigé. Bonjour à tous. J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'incruste dans votre conversation privée. Je voulais partager quelques chiffres intéressants avec vous. Ci-dessus se trouvent les reçus de 7 ans de célébration de Noël que j'ai organisés et entièrement financés. 27 340 € au total. Cela fait une moyenne de 3 905 € par an. Bien que, comme vous pouvez le voir, le montant est augmenté avec le temps. Pendant 7 ans, j'ai fait des heures supplémentaires, sacrifié mes propres besoins et consacré d'innombrables heures à créer ce que je pensais être des expériences familiales significatives. Je l'ai fait par amour et par désir de garder notre famille connectée malgré nos dynamiques compliquées. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert que dans mon dos, vous vous moquiez de ces efforts. Je suis la parasite des fêtes, n'est-ce pas Benoît ? Je frime et nourris mon ego, Amandine ? Mes cadeaux deviennent moins chers, Diane ? Vous jouez tous dans ma pièce de théâtre de Noël, papa ? J'ai annulé la location de la maison pour cette année. J'ai retourné tous les cadeaux. J'ai annulé les commandes de nourriture. Je serai en Martinique pendant Noël, profitant de mes premières vraies vacances en 8 ans. Peut-être que l'année prochaine, vous pourrez tous partir en voyage au ski, comme Jules l'a suggéré. Ça a l'air amusant. Je n'attends ni excuses ni explications. Ce message est simplement pour vous informer que je ne suis plus disponible pour être la marraine non appréciée de notre Noël familial. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai posé face contre table sur ma table basse. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline parcourant mes veines. Je l'avais fait. Je m'étais défendu, j'avais fixé une limite et j'avais repris mon pouvoir en une seule action décisive. 10 minutes plus tard, la curiosité l'a emporté et j'ai regardé mon téléphone. La conversation de groupe avait explosé. Benoît était sur la défensive. C'est complètement disproportionné. On ne faisait que se défouler. Tout le monde se plaint de trucs de famille parfois. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas ce que tu fais. Amandine a tenté de justifier leur comportement. Sophie, tu dois comprendre que tu mets tellement de pression sur tout le monde avec ces Noëls parfaits. On a l'impression qu'on ne peut jamais dire non ou suggérer des changements sans te blesser. Cette conversation était juste un endroit où on pouvait être honnête sans s'inquiéter de te contrarier. Mon père a adopté une approche différente. Chérie, je suis tellement désolé que tu aies vu ces messages. On devrait en parler en personne. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis sûr qu'on peut arranger ça avant Noël. Diane était moins conciliante. C'est exactement le genre de réaction dramatique dont je parlais. Maintenant, tu as gâché Noël pour tout le monde, y compris les enfants. C'est ce que tu voulais. Jules, étonnamment, était plus réfléchi. Je ne réalisais pas combien d'argent tu dépensais pour tout ça. C'est vraiment dingue. Je suis désolé d'avoir été ingrat. Léa m'a envoyé des messages privés en plus de ses contributions à la conversation de groupe. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te défendre.
Je ne pensais pas les choses que j'ai dites. S'il te plaît, parle-moi. J'ai lu toutes leurs réponses, notant comment chacune révélait quelque chose sur leur caractère. Aucun d'entre eux, à l'exception peut-être de Jules, ne semblait vraiment comprendre la profondeur de ma blessure ou la légitimité de ma réaction. Ils étaient toujours centrés sur leurs propres sentiments, leurs propres expériences de la situation. D'autres messages ont afflué tout au long de la journée. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises, mon père et Léa essayant tour à tour de me joindre. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Je n'étais pas prête à entendre leur voix, à être ramené dans des explications et des justifications qui ne serviraient qu'à minimiser mes sentiments. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la finalisation des préparatifs de mon voyage. J'ai demandé à un voisin de relever mon courrier et d'arroser mes plantes. J'ai fait mes valises avec des vêtements d'été que je n'avais pas portés depuis des années, me souvenant avec un pincement au cœur que j'avais sauté des vacances à la plage pour économiser pour les dépenses de Noël. J'ai acheté de nouvelles lunettes de soleil et un chapeau à large bord, de petits luxes qui semblaient symboliques de mon nouvel engagement envers le soin de soi. Le soir, quand j'ai finalement revérifié la conversation de groupe, le ton avait changé. Mon silence continu avait clairement montré que j'étais sérieuse, que ce n'était pas une explosion temporaire à gérer avec des mots apaisants ou des appels émotionnels. Benoît avait écrit « Je suppose qu'on a vraiment tout gâché ». Je ne réalisais pas à quel point Sophie dépensait pour ses Noëls. On aurait dû contribuer. Amandine, toujours un peu sur la défensive mais s'adoucissant, a ajouté « Peut-être qu'on peut prévoir quelque chose pour son retour. » Lui montrer qu'on l'apprécie. Mon père semblait abattu. J'ai échoué en tant que parent ici. J'aurais dû voir ce qui se passait et intervenir. Sophie porte cette tradition familiale seule depuis trop longtemps. J'ai complètement éteint mon téléphone. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais fixé ma limite. Maintenant, j'avais besoin d'espace pour guérir, pour redécouvrir qui j'étais en dehors de mon rôle de coordinatrice de Noël de la famille. Je m'occuperais de reconstruire les relations, si je le choisissais, après m'être occupé de moi d'abord. La semaine avant mon départ s'est passée dans un flou de préparatifs pratiques et de traitement émotionnel. J'ai donné les quelques décorations de Noël que j'avais déjà installées à une œuvre de charité locale. J'ai mis en place des paiements de factures automatiques pendant mon absence. J'ai retrouvé Camille pour un café et j'ai reçu son soutien sans réserve pour ma décision. « Tu te fais enfin passer en premier », a-t-elle dit en levant sa tasse pour trinquer. Il était grand temps. Le matin du 23 décembre, je suis monté à bord d'un avion pour la Martinique avec juste une valise cabine et un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé le paysage enneigé en dessous et j'ai ressenti les premiers vrais frémissements de liberté. Noël viendrait et repartirait sans mon orchestration, et pour une fois, cette connaissance m'apportait du soulagement plutôt que de l'anxiété. Je suis arrivé à Fort-de-France le 23 décembre, descendant de l'avion dans un air chaud et parfumé qui a immédiatement commencé à faire fondre la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Ma chambre d'hôtel en bord de mer offrait une vue imprenable sur l'océan, un spectacle si différent des paysages enneigés que j'associais à Noël que j'avais l'impression d'avoir voyagé dans un autre monde plutôt que dans un autre département. Cette première nuit, je me suis assise sur mon balcon à regarder le coucher de soleil, le téléphone toujours éteint, enveloppé dans la solitude. La décision de me déconnecter complètement de ma famille pendant cette période était à la fois terrifiante et nécessaire. Pendant 7 ans, je m'étais définie par mon rôle de créatrice de notre tradition de Noël. Qui étais-je sans cette identité? Alors que le réveillon de Noël se levait, lumineux et ensoleillé, j'ai ressenti les premiers élans de doute et de solitude. J'ai pris mon petit déjeuner seul dans un café en bord de plage, entouré de couples et de familles profitant de leurs vacances. La joyeuse musique de Noël jouant doucement en fond sonore me rappelait ce que j'avais laissé derrière moi. Pendant un bref instant, j'ai remis ma décision en question. Avais-je surréagi? Regretterais-je de passer Noël seul? J'ai repoussé ces pensées et me suis dirigé vers la plage, déterminé à créer de nouvelles expériences. En étalant ma serviette sur le sable et en appliquant de la crème solaire, j'ai remarqué un groupe de personnes de mon âge s'installant à proximité. Ils avaient une petite enceinte portable jouant de la musique de Noël et organisaient un pique-nique qui incluait de manière incongrue à la fois des fruits tropicaux et des pains d'épices. Une femme m'a remarqué en train de regarder et m'a fait un signe. « Je suis Laure », a-t-elle crié. « Tu es seule ici aussi ?» Cette simple question a conduit à une invitation à rejoindre leur groupe, tous des voyageurs en solo qui s'étaient rencontrés grâce à une activité de l'hôtel la veille.
Il y avait Laure, une enseignante de Bretagne récemment divorcée. Michel, un ingénieur logiciel d'Occitanie dont la famille était dispersée à travers le pays. Daniel, une infirmière des Hauts-de-France qui travaillait chaque année pendant les fêtes mais avait enfin pris du temps pour elle. Et Pierre, un veuf de Provence-Alpes-Côte d'Azur, passant son premier Noël sans sa femme. Nous sommes le club des orphelins des fêtes, a expliqué Laurent riant. Tous passant Noël loin de la famille pour diverses raisons. L'ironie du nom, compte tenu de la façon dont Benoît m'avait appelé dans la conversation de groupe, ne m'a pas échappé. Mais au lieu de me sentir blessé par ce rappel, je me suis surprise à sourire. Peut-être étais-je une orpheline des fêtes maintenant, mais je n'étais pas seul dans ce statut. Ce jour-là, nous avons nagé dans l'océan, construit un bonhomme de sable plutôt qu'un bonhomme de neige, et partagé des histoires de fêtes passées. Je me suis surprise à leur parler de ma tradition de 7 ans d'organisation de Noël. Bien que j'ai passé sous silence la fin douloureuse, leurs réactions ont validé des sentiments que j'avais réprimés depuis si longtemps. C'est en sans que personne ne propose d'aider financièrement? Pierre a secoué la tête, incrédule. Ma défunte femme et moi partagions toujours les dépenses des fêtes avec ses frères et sœurs. C'était une évidence. Et personne n'a jamais reçu en retour, a demandé Laure. Ça ne semble pas juste du tout. Leur simple reconnaissance du déséquilibre que j'avais accepté pendant si longtemps a été guérisseuse d'une manière que je n'avais pas prévue. Ces étrangers pouvaient voir immédiatement ce que j'avais été incapable de reconnaître pendant des années. Ma famille avait profité de ma générosité. Le matin de Noël, je me suis réveillé avec un SMS de Laure m'invitant à un petit déjeuner sur la plage avec les orphelins des fêtes. Ils avaient organisé un petit échange de cadeaux, limite de 5 €, et m'avaient demandé de me joindre si je me sentais à l'aise. J'ai trouvé un collier de coquillages dans une boutique de cadeaux du hall de l'hôtel et je suis allé les retrouver. La célébration improvisée ne ressemblait en rien aux Noëls élaborés que j'avais orchestrés par le passé. Nous nous sommes assis sur des serviettes de plage, avons mangé des pâtisseries achetées dans une boulangerie locale et avons échangé nos simples cadeaux avec un plaisir sincère. Personne ne jouait la gratitude. Personne n'était secrètement plein de ressentiment face aux attentes. C'était authentique d'une manière que mes Noëls en famille n'avaient pas été depuis des années. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone ce soir-là, j'ai été inondé de messages. Ma famille était apparemment passée par des étapes de colère, de confusion, et enfin de compréhension réticente. Mon père avait envoyé un long message reconnaissant tout ce que j'avais fait et à quel point cela avait été peu apprécié. Benoît avait envoyé des excuses brèves mais apparemment sincères. Léa avait envoyé des messages quotidiens exprimant ses remords et son inquiétude. J'ai répondu brièvement à chacun d'eux, confirmant que j'étais en sécurité et que je profitais de mes vacances. J'ai promis que nous parlerions à mon retour, mais j'ai souligné que les choses seraient différentes à l'avenir. Puis j'ai reporté mon attention sur le reste de mon voyage, explorant l'île, créant des souvenirs avec mes nouveaux amis et réfléchissant aux leçons des 7 dernières années. Au moment où mon vol a atterri à la maison le 2 janvier, j'avais gagné plus qu'un bronzage. J'avais retrouvé mon estime de soi et développé une vision claire des limites que je devais établir avec ma famille. La première personne à me rendre visite fut Léa. Elle est arrivée les larmes aux yeux et avec une lettre d'excuse manuscrite. Nous nous sommes assises sur mon canapé, à l'endroit même où j'avais découvert la conversation de groupe dévastatrice, et nous avons eu la conversation la plus honnête que nous ayons partagée depuis des années. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Je me suis laissé entraîner à essayer de m'intégrer avec Benoît et Jules. J'aurais dû te défendre. J'ai pardonné à Léa, reconnaissant qu'à 22 ans, elle cherchait encore sa place dans notre dynamique familiale compliquée. Ces remords sincères m'ont touché et j'ai vu cela comme une opportunité de construire une relation plus équilibrée à l'avenir. Mon père est venu ensuite, apportant le dîner en guise d'offrande de paix. Il semblait plus âgé, comme accablé par la reconnaissance de son incapacité à apprécier mes efforts. Les fêtes ont été terribles sans toi, a-t-il admis. Rien ne s'est organisé. Personne ne savait comment coordonner quoi que ce soit. Benoît et Amandine se sont disputés à propos du menu. Jules est parti au bout d'une heure. On est tous restés assis là, réalisant à quel point on comptait sur toi et à quel point on avait mal montré notre gratitude. Sa reconnaissance était validante, mais j'ai fait attention à ne pas retomber dans mon ancien rôle. Je n'organiserai pas Noël l'année prochaine, lui ai-je dit fermement. Ou si je le fais, ce sera très différent. Les coûts seront partagés. Les responsabilités seront divisées. Ma générosité aura des limites. Il a hoché la tête,
acceptant cette nouvelle réalité. Quoi que tu décides, nous le respecterons. Tu méritais mieux de notre part à tous. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des conversations similaires avec le reste de la famille. Certains ont été plus réceptifs que d'autres. Amandine est restée quelque peu sur la défensive, suggérant que j'avais été trop sensible à leur taquinerie. Jules m'a surprise par sa maturité, proposant d'accueillir lui-même la prochaine réunion de famille. Benoît a reconnu ses paroles blessantes, mais semblait mal à l'aise avec la profondeur de l'émotion entourant la situation. Camille a célébré mes nouvelles limites avec une soirée entre filles. Tu aurais dû voir leur tête quand je leur ai dit que je n'organiserais plus, à moins que tout le monde ne contribue équitablement, lui ai-je raconté autour d'un cocktail. Elle a levé son verre pour trinquer, à Sophie, qui a enfin réalisé que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'elle donne sans recevoir. Au fil des mois, ma relation avec ma famille s'est lentement reconstruite sur des bases plus égales. J'ai cessé d'être l'organisatrice par défaut, celle qui s'occupait toujours de tout le monde à ses propres dépens. J'ai appris à dire non sans culpabilité et oui avec des attentes claires. Plus important encore, j'ai appris que l'amour ne devrait pas exiger de sacrifices financiers ou d'efforts non réciproques. Lorsque Noël s'est de nouveau approché, je l'ai affronté avec une nouvelle perspective. J'ai accepté une invitation à un petit dîner chez mon père, n'apportant qu'un plat à partager et des cadeaux dans les limites de mon budget confortable. La célébration était plus simple que celle que j'avais orchestrée par le passé, mais il y avait une authenticité qui manquait auparavant. Léa a aidé à la cuisine. Benoît et Amandine ont apporté le dessert. Jules a organisé une soirée de jeux que tout le monde a vraiment apprécié. Mon père a porté un toast, reconnaissant à quel point ce Noël était différent et exprimant l'espoir que notre famille avait appris des leçons importantes sur l'appréciation et la réciprocité. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au voyage douloureux mais nécessaire de l'année écoulée. J'avais perdu quelque chose, l'illusion d'être irremplaçable, d'acheter l'amour de ma famille par des dons extravagants. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, l'amour-propre, des limites saines et des relations basées sur le soin mutuel plutôt que sur l'attente et l'obligation. L'étiquette de parasite des fêtes qui m'avait autrefois si profondément blessé me semblait maintenant absurde. Je n'étais pas une parasite. J'avais été une hôte lentement vidée par des invités ingrats. En brisant ce cycle, je m'étais libéré non seulement moi-même, mais aussi ma famille, d'une dynamique malsaine qu'aucun de nous n'avait eu le courage d'aborder. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est le courage d'arrêter de donner autant à ceux qui le tiennent pour acquis. Apprendre à s'estimer suffisamment pour établir des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour que de véritables relations s'épanouissent.